en prie, installez-vous. Merci beaucoup, bonjour. Merci d'être notre invité politique ce matin, député de Seine-et-Marne, premier secrétaire du Parti socialiste. On va parler dans quelques instants de la montée de l'antisémitisme, du projet de loi immigration qui arrive au Sénat, mais d'abord la situation en Israël, où les bombardements se sont intensifiés sur la bande de Gaza qui est désormais coupée en deux. C'est ce qu'a annoncé l'armée israélienne. La France a rappelé hier à une trêve humanitaire. C'est ce qu'a demandé Catherine Colonna. Est-ce qu'elle peut être entendue ? Il faut le souhaiter. La situation est extrêmement grave. Il faut rappeler que tout ça provient d'abord d'un fait générateur qui est en fait l'attentat terroriste immonde qui a été conduit par le Hamas. Mais on a aujourd'hui des représailles qui sont totalement aveugles et qui frappent indistinctement les terroristes, mais aussi la population gazaoui qui malheureusement n'a rien demandé et qui est elle-même prise en otage par le Hamas. Et donc il y a une forme d'absurdité et de folie à continuer ce qui est un massacre en réalité avec des potentiels crimes de guerre. C'est l'ONU qui le dit et donc effectivement il faut arriver à un cessez-le-feu immédiat, permettre à cette population qui est en fait dans cette prison à ciel ouvert, comme elle est décrite maintenant de manière régulière, eh bien, comment voulez-vous que ces gens puissent fuir ? Toutes les frontières sont fermées, ils sont bombardés où qu'ils aillent, et donc ils sont dans une situation qui est aujourd'hui intenable, impossible, et toute humaniste doit aujourd'hui s'inquiéter de cette situation et réclamer un cessez-le-feu immédiat. Emmanuel Macron annonce la tenue d'une conférence humanitaire à Paris jeudi. C'est une bonne initiative ? C'est une initiative qui, en tout cas, va dans le bon sens. On ne peut pas reprocher au président de faire tous ces efforts pour obtenir éventuellement une trêve humanitaire. Ce que je regrette, c'est qu'en réalité, dans cette conférence, Israël ne sera pas représenté. Et je regrette que la parole de la France ne soit pas un cran au-dessus, parce qu'on voit bien qu'en réalité... C'est quoi un cran au-dessus ? C'est le cessez-le-feu immédiat, permettre de retrouver en fait pas un une peu de simple raison. Trêve humanitaire. Pas simplement une trêve humanitaire qui serait simplement une façon de souffler, et puis ensuite de repartir avec un assaut qui a les défauts que je viens de décrire. Mais c'est le feu que refuse Benyamin Netanyahou. C'est ce que refuse Benyamin Netanyahou, bien sûr, mais c'est pas parce qu'il le refuse que nous n'avons pas, nous, la France, à poser d'autres principes. Il faut se battre à la fois pour libérer les otages, faire en sorte qu'ils puissent rentrer chez eux. Ensuite, il faut demander un cessez-le-feu immédiat, et il faut aussi rétablir la possibilité d'un processus de paix qui conduise à une solution à deux États. Voilà ce que devrait être la parole de la France. Elle ne peut pas être Parce qu'elle n'est pas, alignée. selon vous, ce qu'est allé faire Emmanuel Macron. Elle a beaucoup bougé, elle a beaucoup évolué, puisque elle n'est pas lisible. On est passé d'un soutien inconditionnel à un soutien que je crois aujourd'hui plus mesuré, parce que les faits sont là et donc il y a une obligation de les prendre en considération, mais ça n'est pas suffisant. Rappelons-nous de ce qu'a été la position du général de Gaulle, de François Mitterrand, de Jacques Chirac, qui ont tous tenu la même ligne, et qui était une ligne de fermeté, y compris par rapport à un allié historique qu'est Israël. Mais il faut savoir rappeler aussi de grands principes, parce qu'on est à un moment de notre histoire où malheureusement le risque d'embrasement dans les opinions publiques, il est là, et il faut qu'on puisse tenir cette parole, qui est une parole de raison et de paix. Vous envisagez de vous rendre en Israël, vous ? Mais je souhaite pouvoir y aller. Mais je n'aime pas beaucoup le tourisme de guerre. Donc, je ne souhaite pas y aller dans un moment... Enfin, pour l'instant, en fait, les conditions ne sont pas forcément réunies et je souhaite pouvoir me rendre non seulement en Israël, mais aussi auprès de l'autorité palestinienne, parce que ça n'a aucun sens d'aller chez les uns sans aller chez les autres. Il faut ouvrir ce chemin pour la paix. Il est difficile, il est compliqué. On sait bien, on connaît cette histoire depuis 75 ans, qui est une histoire d'une complexité qui n'est rare, j'allais dire, peut-être pas tant que ça en réalité, mais enfin en tout cas, qui est une histoire difficile, douloureuse. Et donc, il faut prendre la tâche des uns et des autres. Et vous travaillez là-dessus, vous travaillez en déplacement. Oui, et à un moment où nous commémorons, il y a quelques jours, la mort d'Yitzhak Rabin, il faut chercher à reprendre, à remettre nos pas dans les siens et faire en sorte d'apporter une solution qui soit une solution durable. Et il n'y a pas de solution durable sans respect et sécurité pour à la fois les Israéliens et les Palestiniens. Sur les conséquences de ce conflit en France, 1040 actes antisémites ont été recensés dans le pays depuis le 7 octobre. C'est le chiffre donné hier soir par Gérald Darmanin. 257 à Paris et en petite couronne, c'est plus que sur l'ensemble de l'année dernière. Comment on lutte contre cette résurgence de l'antisémitisme ? D'abord, il faut rappeler de manière récurrente, incessante, qu'on ne peut pas tenir pour responsable
les Français juifs de ce que fait le gouvernement israélien dirigé par Benjamin Netanyahou. C'est absolument incroyable. Et tout ça relève effectivement de l'antisémitisme. Comment rendre responsable l'ensemble des Juifs de ce que fait un gouvernement qui est un gouvernement particulier. Et donc, nous n'avons pas aujourd'hui, malheureusement, en fait, tout le monde n'a pas cette présence d'esprit. Et donc, il faut rappeler sans cesse que l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit qui peut même conduire parfois au crime. Et que malheureusement, il y a des résurgences à rythme régulier. Et ça n'est pas assez multiséculaire, malheureusement. L'antisémitisme est une gangrène qui, malheureusement, a frappé notre pays à de nombreuses reprises et continue à le frapper. Et quand vous rappelez le nombre d'actes antisémites qui sont aujourd'hui constatés, il y a de quoi s'alarmer, s'indigner et appeler Est-ce qu'on s'indigne suffisamment? Est-ce que la classe politique, est-ce que les citoyens s'indignent suffisamment? Je le fais devant vous et j'espère être entendu. Il y a... c'est complètement... je récuse pour que tout le monde comprenne, y compris ceux qui aujourd'hui en veulent au gouvernement Netanyahou. C'est aussi imbécile d'accuser les Français juifs des crimes commis par Benjamin Netanyahou que d'accuser les Français musulmans des crimes commis par le Hamas. Chacun doit le comprendre. Personne ne peut essentialiser cette crise, cette guerre, et laisser penser que c'est un conflit entre les Juifs et les musulmans. C'est un conflit qui est d'abord un conflit territorial entre Israéliens et Palestiniens. Ça ne peut pas se transformer en guerre de tous contre tous. Et donc, nous ne sommes pas israéliens, nous ne sommes pas palestiniens, nous sommes français. Et donc nous avons une parole à adresser, qui est une parole de paix, d'équilibre, et qui doit être une parole mesurée, qui ne peut pas chercher elle-même l'embrasement. Et donc j'essaye, je m'efforce de ne pas basculer dans la passion. Et donc c'est la raison pour laquelle j'étais à la fois, après le 7 octobre, manifesté à l'appel du CRIF pour manifester notre soutien et notre solidarité avec le peuple israélien frappé par le Hamas, et que j'étais samedi dans la rue, en solidarité cette fois-ci avec le peuple palestinien, victime des bombardements de Tsahal. Et que là, vous appelez à une marche contre l'antisémitisme. Absolument. Est-ce que vous appelez tous les partis politiques à cette marche? J'ai appelé, je ne sais pas si c'est une marche, j'ai appelé à ce qu'on ait une initiative commune qui permettent, ça peut être un appel, ça peut être une marche, ça peut être un rassemblement, et ça peut être à Paris, ça peut être aussi dans toutes les régions de France, simplement pour un moment marquer notre refus définitif, sans réserve d'antisémitisme, et que toute la classe politique soit amenée à prendre position. Et j'ai donc demandé à ce que toutes les formations politiques aient ce geste-là. En précisant, s'agissant, puisque c'est là où vous voulez m'emmener, en précisant, s'agissant du Rassemblement national, que cela suppose qu'il rompe avec sa propre histoire et avec un certain nombre de ses dirigeants, militants, cadres, qui sont eux-mêmes marqués par une histoire qui est liée à l'antisémitisme. Il n'a pas fallu 4 heures pour que, en fait, Jordan Bardella, malheureusement, apporte la démonstration que ce parti n'a rompu en rien avec son histoire, en rien avec ce qui a été autrefois l'objet de sa condamnation unanime. Qu'a-t-il dit? Il a dit « Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite ». Jean-Marie Le Pen a été condamné par la justice à plusieurs reprises pour négationnisme, pour antisémitisme, et avoir aujourd'hui le patron du Rassemblement national qui vient nous expliquer que non, son prédécesseur n'était pas antisémite, ça montre bien une seule chose, c'est que leur refus de l'antisémitisme, quand il s'affiche à la télévision, sur les chaînes de radio, etc., il a un seul objectif. C'est d'instrumentaliser cette cause pour en faire, en fait, un coup de boutoir contre le monde musulman, contre... Mais il dit aussi qu'aujourd'hui, son mouvement est irréprochable. Ce sont ces mots. Son mouvement ne peut pas être irréprochable, alors même qu'il y a un parlementaire qui est, en fait, un ancien libraire négationniste. Vous avez, y compris... Il dit que les faits de date d'il y a 30-35 ans et qu'aujourd'hui, lui-même est irréprochable. Non, mais il n'est pas irréprochable. Quand vous dites que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, c'est que vous considérez que ses propos n'étaient pas,
pas. Et pour moi, ça n'est pas un détail. C'est effectivement la preuve qu'ils n'ont pas changé et que tout ça est un artifice et qu'ils cherchent simplement à nous endormir, à nous expliquer que en fait l'antisémitisme est un mal absolu. Simplement parce que, en réalité, eh bien, ça sert à taper sur le monde musulman. Voilà, c'est la seule chose. Et j'observe aussi qu'ils n'ont pas rompu avec toute la galaxie de l'extrême droite groupusculaire, avec les identitaires, avec les suprémacistes, avec tous ces gens-là, et qu'ils ont dans leur rang des gens qui en permanence sont issus de ce parcours. Et donc, oui, du coup, ils n'ont rompu avec rien. Compte tenu de ces déclarations de Jordan Bardella, vous dites ce matin que vous ne souhaitez pas que le RN soit associé à votre initiative. Mais la preuve est faite qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne répondent pas aux conditions que j'avais moi-même fixées, qui est d'avoir une rupture claire, nette, définitive avec tous les liens qu'ils ont pu entretenir avec la sphère antisémite. Et la preuve a été donnée malheureusement hier qu'ils n'ont rompu avec rien. Donc non. Est-ce que c'était une erreur dans un premier temps d'avoir dit que le RN pouvait participer à cette initiative? Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit en fait à la condition de... Donc, mais vous ne les avez pas exclus. C'est un appel qui doit être universel. Chacun devrait prendre conscience de la gravité de ce qu'est l'antisémitisme. Personne ne devrait avoir en France la moindre ambiguïté par rapport à l'antisémitisme. L'antisémitisme tue. Et donc, vous avez l'obligation morale, civique, politique de condamner l'antisémitisme. Maintenant, évidemment, on ne peut pas être à la fois en soutien de ceux qui sont antisémites et condamner l'antisémitisme. C'est la raison pour laquelle, puisque la preuve a été donnée une nouvelle fois que le RN n'avait pas rompu avec son histoire et avec son idéologie, eh bien, effectivement, ils ne peuvent pas être aujourd'hui dans un appel de cette nature. Est-ce que vous avez eu des retours d'autres chefs de parti sur votre appel ? Non, j'ai pas eu encore le temps. On était dimanche. J'ai pas voulu déranger qui que ce soit, et donc en fait, je n'ai pas encore appelé les uns et les autres. Mais je ne souhaite pas d'ailleurs avoir le monopole de cette initiative. Je souhaite qu'elle soit partagée par le plus grand nombre, par le monde syndical, le monde associatif, par toutes les organisations antiracistes, par toutes celles et ceux qui ont vocation à accompagner cette démarche. Il ne s'agit pas d'en faire la démarche d'Olivier Faure ou la démarche du Parti socialiste. C'est une initiative que je souhaite large et que je souhaite permettre d'avoir une parole qui soit une parole la plus forte possible pour rappeler à nos concitoyens ce qu'est l'antisémitisme en France. Est-ce que la France insoumise doit faire partie de cet appel, selon vous ? C'est à eux d'en décider. Moi, j'ai lancé un appel qui doit être le plus universel possible et permettre à chacun de répondre avec force, de répondre sans ambiguïté, de répondre en ayant en tête ce qu'est l'antisémitisme et donc... Mais je vous pose la question parce que François Hollande hier dit qu'il ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon soit antisémite, mais que les positions qu'il prend entretiennent un courant antisémite. Quand il s'est obstiné à ne pas qualifier le Hamas de terroriste, il a alimenté cette machine infernale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je crois que je ne veux pas tout mélanger. Je ne crois pas que les Insoumis soient antisémites. Je crois qu'ils ont un sujet, effectivement, avec la qualification du Hamas. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils n'aient pas condamné les crimes du Hamas. Mais pour eux, pour une partie d'entre eux au moins, il y a une forme de confusion avec l'idée que le Hamas, qui est pourtant une organisation terroriste et de l'islam radical, serait aujourd'hui une forme d'armée de résistance pour la cause palestinienne. Et pour vous, leur position n'entretient pas un courant antisémite ? Je ne crois pas qu'ils soient antisémites et je ne pense pas qu'ils aient vocation à entretenir un courant antisémite. Simplement, je dis qu'ils ont un sujet, effectivement, qui est un sujet de désaccord entre nous et ça a été suffisamment souligné de ma part et de la part de vos confrères. Il y a sur ce sujet-là un désaccord qui est profond parce que moi, je considère que ne pas qualifier le Hamas rajoute au malheur du monde, pour paraphraser Albert Camus. Et donc, mais il n'y a pas que ça à dire qu'il y a le Braun-Pivet camp à Tel Aviv. Il n'y a pas une forme d'antisémitisme dans ces propos ? Écoutez, ça, franchement, il y a des polémiques parfois qui me paraissent un peu hors de propos. En fait, je ne pense pas que quand il dit camp à Tel Aviv, il est en tête, en fait, de faire une allusion
au camp de la mort. Autrement, ce serait effectivement redoutablement grave, mais je n'ai pas pensé un seul instant que ça puisse être le cas. Et j'aimerais que nous n'ayons pas à l'esprit une polémique par jour. Dans ce sujet-là, l'objectif n'est pas de diviser, mais de rassembler le plus grand nombre sur une position qui doit être une position équilibrée, une position qui est à la fois de soutien au peuple israélien quand il est menacé dans sa sécurité, et en même temps de refus de représailles aveugles qui sont là aussi un potentiel crime de guerre et risque génocidaire, dit l'ONU. Du coup, suite aux positions de la France insoumise sur le Hamas, le PS a voté un moratoire sur sa participation à la NUP. Jusqu'à quand ce moratoire ? Mais écoutez, on a posé des conditions. Nous souhaitons en fait pouvoir discuter de tout ce qui nous a opposés pendant 18 mois. Que s'est-il passé pendant 18 mois ? Nous aurions dû progresser. Nous n'avons pas progressé. Nous avons au mieux stagné, parfois même régressé. Alors que les sujets qui étaient devant nous étaient des sujets sur lesquels la gauche aurait dû pouvoir faire entendre sa voix de manière unanime et pouvoir embrasser une opinion large. Je pense évidemment au sujet des retraites, sur lequel nous avons eu un premier sujet de désaccord, puis ensuite sur la question des violences urbaines, où parce que la phrase retenue a été celle de ne pas appeler au calme, mais d'appeler à la justice, je peux comprendre le sens de ce qui a été dit. Mais comment pouvait-on, nous qui avons tant d'élus, de maires, de conseillers municipaux, d'adjoints qui se battaient soir après soir pour empêcher qu'on brûle une médiathèque, qu'on brûle une mairie, qu'on brûle un équipement public, qu'on brûle un centre commercial, comme ça a été le cas dans ma circonscription ? Comment voulez-vous qu'en fait, on puisse se comprendre dans ces moments-là ? Bien sûr qu'il y a des causes. À cela, il y avait un fait générateur, la mort de Naël, et puis il y avait aussi la constitution de ces ghettos géants que sont devenus certains de nos quartiers. C'est vrai. Mais ça ne suppose pas de laisser penser un seul instant qu'il puisse y avoir la moindre compassion pour des jeunes. Mais qu'est-ce que vous attendez de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon pour mettre fin à ce moratoire ? Est-ce que vous pensez vraiment que le PS pourra renouer avec la NUP comme avant ? Mais je souhaite que nous puissions discuter. D'abord, il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon dans la NUP. Il y a en fait 5 formations politiques et je souhaite que l'ensemble de ces formations se posent la question de savoir comment effectivement on fait mieux. Pour reprendre sans Jean-Luc Mélenchon ? Mais c'est à Jean-Luc Mélenchon lui-même de dire dans quel état d'esprit il est. Quand on est. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est lui le problème, clairement, Olivier Faure ? Mais j'ai déjà dit qu'il y avait un problème avec la méthode Mélenchon. Et donc je peux me répéter si vous le souhaitez. Mais ce que je dis, c'est que il avec la méthode ou avec lui ? Évidence, c'est que Jean-Luc Mélenchon était celui qui, à un moment, à 2 moments dans l'histoire de la République française, a été le mieux placé à gauche pour pouvoir atteindre un second tour. C'était le cas dans cette élection présidentielle et dans la précédente. À chaque fois, il a commis la même erreur, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher à devenir le centre de gravité de toute la gauche et de faire en sorte de pouvoir être son expression commune, il a choisi au contraire de se replier sur son propre socle électoral et de radicaliser à chaque fois ses positions au prix de faire en sorte qu'une partie de ses partenaires ne se retrouve plus dans les mots qu'il prononce, dans les revendications qu'il porte. Et donc, c'est sa responsabilité. Et l'évidence aujourd'hui, c'est qu'il ne cherche pas à être le candidat de toute la gauche. Quand on cherche à être le candidat de toute la gauche, on fait en sorte d'essayer de parler, en fait, même ne serait-ce que d'appeler ses partenaires, de chercher à avoir des positions communes et de faire en sorte d'avancer. Donc vous cherchez à reconstruire la gauche sans lui ? Je cherche à construire une offre politique qui soit celle d'un rassemblement de la gauche et des écologistes, qui se fasse dans le respect de chacun et avec la possibilité de parvenir ensuite à un projet commun et à une incarnation commune pour l'élection présidentielle. Le Sénat entame cet après-midi l'examen de la loi immigration, plus d'1 an après sa présentation. Dans un sondage publié hier par Le Parisien, 87% des Français pensent qu'il faut changer les règles en matière d'immigration. Est-ce que vous n'êtes pas en décalage en ne votant pas ce texte ? Mais ça m'arrive de ne pas être majoritaire. Et d'ailleurs, je ne le suis pas, ni au Sénat, ni à l'Assemblée. Donc, est-ce que ça doit m'empêcher de défendre des positions auxquelles je crois ? La politique, ça n'est pas simplement de s'aligner sur des sondages. C'est de chercher d'ailleurs à les faire bouger et d'expliquer pourquoi on n'est pas d'accord. Mais moi, je ne peux pas être d'accord avec un gouvernement qui cherche en réalité à constituer une majorité sur des positions qui sont celles de la droite sénatoriale, qui elle-même calque ses positions sur l'extrême droite. Comment voulez-vous que j'accepte d'être entraîné semaine après semaine sur des positions qui sont de pire en pire ?
On a tout à l'heure parlé de l'antisémitisme, mais pour moi, la lutte contre le racisme ne se divise pas. Il n'y a pas d'un côté l'antisémitisme qu'il faudrait condamner, et en même temps le racisme qu'il faudrait légitimer. Et donc, je suis farouchement opposé à ce texte et opposé aux dérives que j'observe. Tout à l'heure, vous en parliez avec l'invité précédent, Monsieur Bonnecarrère, le rapporteur du texte. Et j'entendais ce qu'il disait, mais y compris la justification, même si lui est plus nuancé, c'est un centriste, mais la justification par les Républicains aujourd'hui de la fin de l'aide médicale d'État. Alors, se rend-on compte de ce que l'on est en train de faire ? Et quand je dis ça, ce n'est pas une position des socialistes, c'est une position du corps médical qui a dit que c'était à la fois une faute éthique, une faute financière, budgétaire, et donc une faute sanitaire. Donc, mais vous entendez, les Français, ils sont favorables à un durcissement des règles en matière d'immigration. Pour vous, il ne faut pas les durcir ? Mais ça ne veut rien dire. En fait, les règles actuelles sont déjà en réalité de nature. Quand vous avez quelqu'un qui pose des problèmes de sécurité nationale, il est déjà expulsable. C'est un mensonge que d'expliquer que, en fait, il faudrait de nouvelles règles à chaque fois. La réalité, c'est que nous n'avons redit hier soir Gérald Darmanin. Nous avons cessé de légiférer depuis des années et des années. Ça va être le 20e texte en je ne sais plus combien d'années. Enfin bref, on n'a pas arrêté de légiférer sur ce sujet-là. Ça n'a rien changé. Aujourd'hui, on a une situation qui est assez paradoxale. Vous avez maintenant Gérald Darmanin qui nous explique qu'il faudrait expulser à tour de bras. Mais il sait bien que ce n'est pas le cas. 7% des OQTF sont exécutés en réalité. Et on a cette situation assez folle, c'est que vous avez des gens qui travaillent, qui sont donc là, qui sont insérés, qui payent des cotisations, mais qui n'ont droit à rien parce qu'ils restent dans l'illégalité. Et donc vous avez cette espèce de zone grise impossible. Vous avez des gens qui ne peuvent pas s'intégrer correctement parce que tout simplement, en fait, on ne peut pas expulser et on ne veut pas intégrer. Alors on ne veut pas régulariser. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, la proposition que nous faisons, c'est que toutes celles et ceux qui ont une vie dans notre pays, qui ont un travail, qui est un travail légal, eh bien, cela puisse être régularisés et faire en sorte qu'avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leurs maris, eh bien, ils puissent vivre dans de bonnes conditions et participer à la richesse de notre pays. Les Républicains disent que c'est un appel d'air. L'article 3 qui régularise uniquement dans les métiers en tension, c'est-à-dire moins que ce que vous proposez, vous. Oui, mais c'est déjà, c'est vrai que ça n'est même pas ce que nous proposons nous. Mais moi, je vais vous parler de ce que je propose, ce que nous proposons nous. Mais donc, vous pensez qu'il figurera dans le texte cet article 3 ? Mais je n'en sais rien. Je vois que Gérald Darmanin a déjà prévu de lâcher du lest. Il a prévu en fait de tout leur donner. Je me souviens d'une interview où il avait dit tout ce que veulent les Républicains, je le veux aussi. Donc on voit bien que son objectif à lui, la quasi-intégralité. Et son objectif à lui est en réalité de trouver une majorité élargie aux Républicains et n'est pas en réalité de satisfaire l'intérêt général. Donc de ce point de vue, nous ne serons jamais d'accord. Voilà. Emmanuel Macron vous a écrit une lettre, vous et aux autres chefs de parti, hier soir. Il confirme qu'il est favorable à un élargissement du référendum, notamment aux questions migratoires. Est-ce que c'est une bonne chose ? Vous avez compris, dans la droite ligne de ce que je viens de vous dire, qu'il y a là un appel, non pas d'air, un appel du pied aux Républicains qui le réclament à corps et à cri, comme le RN. Et donc, il est là pour leur dire, je vais vous satisfaire et je vais vous donner ce nouveau gage de ma confiance. Et donc, en retour, j'espère votre confiance. Mais ce deal-là, je n'y participerai jamais. Surtout si vous avez lu le texte qu'il nous a envoyé. C'est quand même assez extraordinaire. Il nous dit « Je suis prêt à un référendum sur l'immigration ». Mais alors, par contre, sur les superprofits, réforme fiscale, ça, c'est pas possible. Et puis, puisque, en fait, il faut aller jusqu'au bout, vous voulez, vous, un référendum sur la retraite ? Eh bien, je vous dis, c'est impossible aussi. On ne pourra pas toucher, en fait, à la réforme des retraites avant 5 ans. Voilà ce que nous dit Emmanuel Macron. Donc, la ficelle est grosse. C'est-à-dire, les référendums pour la droite et l'extrême droite, j'y suis favorable. Les référendums que propose la gauche sur les superprofits ou sur la réforme des retraites, alors là, c'est impossible. Écoutez, la ficelle est trop grosse pour que je participe à cette mascarade. Mais est-ce que ça veut dire que vous n'irez pas à la prochaine rencontre de Saint-Denis le 17 novembre ? Je ne pense pas. Enfin, effectivement, quand je vois en fait ce que nous écrit le chef de l'État, laissant penser qu'aujourd'hui, il y aurait une forme de nouveau cénacle qu'il aurait inventé. Alors, le Parlement, on n'en parle plus. De toute façon, il marche au 49.3. Mais vous avez, pendant ce temps-là, en fait, une espèce de cénacle qui serait avec quelques happy few, avec quelques privilégiés qui auraient la chance de parler avec le chef de l'État, les chefs de parti, qui feraient leur tambouille entre eux. Mais c'est non.
Donc vous n'irez pas? C'est non, parce que je ne veux pas supprimer le Parlement. Je crois à la démocratie. Je crois au fait qu'il y ait des lieux où on puisse voter. Dans ces rendez-vous avec le chef de l'État, nous n'avons jamais, y compris, voté. Nous sommes simplement là pour donner un avis. Et après, il essaye de faire croire que, ayant donné notre avis, il a réussi à trouver une synthèse qu'il produirait devant les Français et qui serait le résultat d'un consensus global entre nous. Mais il n'y a jamais eu de consensus sur aucun sujet d'ailleurs. Et c'est bien naturel parce que la démocratie, c'est de pouvoir faire des choix. Et moi, je ne veux pas laisser penser que désormais, il n'y a plus de choix. Il n'y aurait plus qu'un seul choix possible, c'est le président de la République. Donc ça, c'est pas possible. Donc vous n'irez pas. Pourtant, vous êtes allé à la précédente rencontre. Mais je suis un républicain. Et donc, quand je suis invité par le chef de l'État à une première démarche qui nous dit « Écoutez, je voudrais discuter avec vous », je ne vais pas refuser de discuter. Maintenant, quand je vois quel est l'ordre du jour qu'il nous est proposé, venir valider en fait le deal qu'il veut passer avec la droite et l'extrême droite, pardon, mais enfin, je ne suis pas là pour tenir la chandelle. Donc, je ne ferai pas en fait office de je ne sais quoi. Donc, voilà, il n'y a pas de possibilité pour moi. S'il veut se marier avec la droite et pousser le raisonnement jusqu'à l'extrême droite, grand bien lui fasse, ce sera sans moi. Merci Olivier Faure. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. On passe au Club des Territoires.